C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, élections présidentielles et législatives en Namibie. Près d'1,5 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur président et leur parlement. La SWAPO, au pouvoir depuis l'indépendance, pourrait perdre ce scrutin pour la première fois de son histoire. On vous explique tout ça dans un instant. Élection locale en Tanzanie, un scrutin sans enjeu qui sert de test un an avant la présidentielle. Le pays est de plus en plus pointé du doigt par des ONG pour ses violations des droits de l'homme. La correspondance régionale à suivre. Et puis cet accord pour mettre fin aux violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais se sont entendus sur un plan harmonisé de sortie de crise à Luanda, en Angola, pays médiateur. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Il s'agit des élections les plus incertaines qu'ait connues le parti historique au pouvoir en Namibie. Sa candidate, Netumbo Nandi Ndaita, pourrait être contrainte à un second tour inédit. Le parti historique du pays est affaibli et de plus en plus contesté, notamment par la nouvelle génération, ce que l'on appelle les Born Free, nés après l'indépendance. Nina Masson. Pour se rendre aux urnes ce mercredi en Namibie, il fallait s'armer de patience. Malgré une chaleur écrasante et d'interminables files d'attente, ils étaient nombreux à voter pour un double scrutin présidentiel et législatif. Dans ce pays où 60% de la population a moins de 30 ans, une grande partie de la jeunesse rêve de changement. En tant que jeune qui vote, je contribue au changement qui débouchera sur quelque chose de bien à l'avenir. Le parti au pouvoir, la SWAPO, a toujours gagné les élections depuis l'indépendance du pays il y a 34 ans. Sa candidate part confiante. Elle pourrait devenir la première femme à diriger la Namibie. En votant, vous faites entendre votre voix qui aura un impact pour les 5 prochaines années dans votre vie. Alors s'il vous plaît, venez en nombre et votez. Et pour cause, l'élection n'a jamais été aussi indécise pour le parti au pouvoir. Parmi les 14 autres candidats, son principal adversaire est Panduleni Itula. Cet avocat de 67 ans avait dépassé les 29% des suffrages il y a 5 ans. Son parti dirige les 2e et 3e villes du pays depuis les élections locales de 2020. Nous sommes on ne peut plus optimistes et confiants dans les résultats. Nous en sortirons vainqueurs. Pour la première fois dans l'histoire de la Namibie, il pourrait donc y avoir un second tour. Chômage massif, inégalités persistantes et renouvellement des générations ont érodé le soutien à la SWAPO sur ce territoire d'Afrique australe, qui reste le 2e pays le plus inégalitaire de la planète, selon la Banque mondiale. Élection locale en Tanzanie cette fois, un scrutin qui ouvre la voie à l'élection présidentielle qui aura lieu en 2025. De nombreuses ONG de défense des droits de l'homme préviennent depuis des mois que les conditions ne sont pas réunies pour qu'une élection apaisée puisse se dérouler. Les précisions de notre correspondant régional, Bastien Renouille. Les autorités ont décrété un jour férié pour que les 31 millions d'électeurs tanzaniens puissent se rendre aux urnes. C'est le premier scrutin organisé depuis l'arrivée au pouvoir de Samia Suluhu en 2021. Elle avait pris le pouvoir suite à la mort de John Magufuli, dont elle était vice-présidente. Lui avait été élu, mais sa présidence avait pris une tournure autoritaire. Alors, lorsqu'elle arrive au pouvoir, beaucoup espèrent une détente en Tanzanie. Et cela a été le cas les premiers mois. Certains médias ont pu rouvrir, certains opposants ont pu de nouveau s'exprimer publiquement. Mais petit à petit, les choses ont pris une tournure différente. Je pense que l'enjeu de cette élection est la gouvernance même de l'élection. Le gouvernement ouvre-t-il réellement cette élection à l'opposition? Les gens peuvent-ils s'inscrire pour voter? La violence est-elle exclue de l'environnement politique? Des arrestations arbitraires d'opposants ont-elles lieu? L'opposition peut-elle librement s'exprimer? Les gens peuvent-ils se rassembler librement? Et il y a des raisons de se poser ces questions, puisqu'au cours des derniers mois, certains meetings de l'opposition n'ont pas pu avoir lieu à cause de la police, que certains opposants ont disparu puis ont été retrouvés morts, et que certains sites internet de médias ont dû fermer suite à la publication de caricatures de la présidente. Et puis, ce mercredi, le parti d'opposition Chadema a publié un communiqué affirmant qu'il y avait eu des fraudes lors du scrutin, et plus grave encore, que 2 de ses membres ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi. Cela inquiète fortement alors que la Tanzanie attend le résultat de ces élections et qu'elle se prépare à organiser un scrutin présidentiel l'an prochain.
En bref, cette nouvelle manifestation au Mozambique, un rassemblement de soutien aux leaders de l'opposition qui dénonce les résultats des élections du 9 octobre. La manifestation a été réprimée et 2 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Une femme a été fauchée par un véhicule de la police. Dans la région des Grands Lacs, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda se sont mis d'accord sur un plan harmonisé de sortie de crise. Depuis le 25 novembre, les 2 parties étaient réunies pour la 6e fois à Luanda, en Angola, pays médiateur de ce processus de paix. Un plan qui a été approuvé après des semaines de blocage. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. C'est une nouvelle avancée dans le processus de Luanda. Le plan harmonisé approuvé par les ministres congolais et rwandais s'articule autour de 2 axes. Le premier, la neutralisation des FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994 et qui maintenant appuie l'armée congolaise. Alors c'est une priorité pour Kigali. Le deuxième axe concerne le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Cette fois, c'est une priorité pour Kinshasa. Alors, ces 2 axes avaient déjà été acceptés sur le principe par les 2 parties en août. Un premier plan harmonisé avait été proposé, mais la ministre congolaise l'avait retoqué, évoquant notamment le manque de garantie de la partie rwandaise sur le respect de ses engagements. Alors, cette fois, le plan est approuvé et devrait s'étendre sur un peu moins de 3 mois, selon une source sécuritaire. Reste désormais à voir si ces engagements pris par les 2 parties seront respectés sur le terrain. Alors, les avancées seront suivi par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé, un mécanisme qui a été lancé il y a 15 jours à Goma. Au Mali, les militaires au pouvoir ont évoqué des préparations en vue d'élections qui mettraient fin au régime actuel. Aucune date n'a été donnée, mais le chef de l'État, le général Assimi Goïta, a invité les membres du gouvernement à créer, je cite, « les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées pour mettre un terme à la transition ». Fin de citation. Et puis, toujours au Mali, 4 employés de la compagnie canadienne Barrick Gold, propriétaire avec l'État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, ont été inculpés et placés en détention en attendant leur procès. Les précisions de notre correspondant régional, Serge Daniel. La junte malienne a décidé, par exemple, de remettre de l'ordre dans le secteur minier, voire de renégocier le code minier. Du coup, plusieurs entreprises en font les frais. Par exemple, actuellement, 4 responsables locaux d'une société canadienne, Barrick Gold, qui exploite un complexe minier au Mali, sont en prison. Il leur reprochait 2 choses d'après nos informations, blanchiment de capitaux et atteinte aux biens publics. L'État malien leur réclame en termes de pénalité la somme de 500 millions de dollars. Une autre société récemment a également fait les frais de la nouvelle politique minière de la junte locale. C'est une société australienne, Resolute. Son PDG de nationalité britannique ainsi que 2 autres collaborateurs ont été arrêtés une dizaine de jours. Ils ont fini par signer un protocole d'accord avec le gouvernement malien pour payer la somme de 160 millions de dollars. Ce qui frappe les interlocuteurs quand même à Bamako, c'est que malgré ce que ces sociétés appellent des pressions des autorités locales, ces sociétés font tout pour trouver un arrangement pour continuer à exploiter les mines d'or localement, probablement parce que ça rapporte aussi beaucoup. On en vient à l'affaire Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été placé en détention provisoire par un juge d'instruction du tribunal de Dar el-Beida près d'Alger. Une information de son avocat français, François Zimeret. Il serait accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il risque donc la prison à perpétuité. Retour sur les faits avec Jules Boiteau. Après plusieurs jours sans nouvelles de Boualem Sansal, c'est par un article de l'hebdomadaire français Marianne que Le Monde apprend son emprisonnement en Algérie. Un article du 21 novembre dernier, 5 jours après son arrestation dans le plus grand secret, à la sortie de son avion à Alger. Depuis, l'écrivain franco-algérien de 75 ans est placé en détention provisoire, accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national algérien. Si la justice n'a pas encore exprimé les motifs exacts de sa détention, beaucoup d'observateurs évoquent un entretien donné par Boualem Sansal le 2 octobre dernier. Aux médias d'extrême droite Frontières, il assurait que la partie ouest de l'Algérie faisait, selon lui, historiquement partie du Maroc.
une ligne rouge pour le régime algérien. La détention d'un écrivain français sans fondement est tout simplement inacceptable. Ancien haut fonctionnaire algérien, Boualem Sansal a obtenu la nationalité française il y a quelques mois. Suite à son arrestation, il a reçu le soutien de plusieurs prix Nobel de littérature, du monde intellectuel en général et de nombreux responsables politiques français, qui dénoncent tous une grave atteinte à la liberté d'expression. Pour finir, on part au Cameroun où se déroule chaque année un festival de jeux de société, le festival Pousse-Pion. L'objectif de cet événement, qui est à sa 6e édition, est de remettre ces jeux anciens au goût du jour. Reportage de nos correspondants Marcel Amoko et André Yakana. Viens, joue. À 21 ans, Thérèse, étudiante en 3e année biochimie, se livre avec d'autres jeunes à une partie de Pousse-Pion. Un jeu qu'elle a pratiqué dans son adolescence et dont elle déplore la disparition progressive. On a un peu oublié ce genre de jeu dans les écoles privées. Peut-être dans les écoles publiques, je ne sais pas trop. Ça apprenait en fait l'esprit d'équipe, ça apprenait l'adresse par exemple, parce qu'il faut pouvoir déplacer les pions sur une certaine distance sans toucher les cases. Je pense que ce serait une bonne chose que les grands enseignent en fait les jeux de notre patrimoine pour pouvoir perpétrer ce genre de choses. C'est pour redonner vie à ces jeux de société qui ont agrémenté la jeunesse de nombreux Camerounais que se tient le festival Pousse-Pion. Parmi ces jeux que cet événement veut perpétuer, le Songo, une sorte d'échec très pratiqué dans les villages du sud Cameroun. Ça, c'est plus le 5, donc tu peux pas prendre. Ici, l'abbé Fernand Malik et le jeune Bachou jouent au Songo dans une sorte de transmission de connaissances entre deux générations. Il s'agit d'avoir plus de pions dans sa case. Tu vois, dès que tu as plus de pions dans ta case, tu peux facilement attaquer. Mais au maximum, tu dois préserver ta défense. À l'initiative de ce festival qui réunit plus de 200 participants pendant 3 jours, Gérard Gann, il veut réunir jeunes et moins jeunes dans un environnement où les espaces de divertissement éducatif sont quasi inexistants. On essaye de ramener davantage les publics autour des jeux de société, les familles, les amis, les étudiants et toutes sortes, parce que le jeu, ça a des facultés de socialisation, d'éducation et plein d'autres facultés qui, pour nous, semblent être très importantes pour un pays comme le nôtre. Le prochain rendez-vous du festival Pousse-Pion est pris pour le mois de novembre 2025. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Cécile Galuccio. On les appelle les crédits carbone. Des millions d'euros versés par des multinationales pour lutter contre la déforestation au Cambodge. Les gens achètent des crédits carbone avec l'illusion que cela va permettre de protéger les forêts. Mais ce qu'on voit au Cambodge, c'est que ces projets REDD+, souvent ne parviennent pas à empêcher une déforestation massive. Déplacement de population, exploitation illégale, derrière les bonnes intentions, la réalité est tout autre. Lui, il gagne juste assez d'argent pour acheter du carburant pour sa moto. Par contre, les hommes d'affaires qui lui achètent son bois, eux, ils se font des millions. Les multinationales qui ont financé des projets très mal gérés, où les forêts disparaissent, un jour elles seront tenues pour responsables de crimes contre l'environnement. Reporter, vrai carbone, faux crédit, un nouveau numéro à voir sur France 24 et france24.com. Nous sommes tous des êtres à part. Alors pourquoi en mettre à part? La météo avec Groupe Apicil. Unique, ensemble.